Claude, c'est lancé quand tu veux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bienvenue à ce nouveau débat du cycle Le sens du management, organisé, vous le savez, par 5 grandes écoles d'ingénieurs et de gestion, Audencia à Nantes, HEI à Lille, l'INSEC à Bordeaux et à Paris, l'INS à Lyon et Centrale Paris. Et également organisé par l'Institut de l'entreprise. Je vous rappelle la règle du jeu de ce débat. Il s'agit de faire dialoguer un chef d'entreprise et un philosophe, un sociologue ou un historien sur une thématique liée au management et devant un public d'étudiants et avec la participation de ce public d'étudiants. Bonsoir encore une fois et merci de collaborer avec nous à cette occasion. Alors le thème de ce soir, eh bien, c'est, vous le savez, l'éthique. L'éthique dans l'entreprise, un thème de plus en plus actuel, de plus en plus récurrent. Certaines entreprises sont montrées du doigt parce que certaines font travailler des enfants, d'autres s'entendent pour pratiquer des prix élevés, pratiquent des licenciements jugés abusifs, délocalisent de façon abrupte. Et également, d'autres entreprises sont au contraire portées au nu parce qu'elles ont un comportement très responsable. Très éthique. Il existe même d'ailleurs une agence qui note les entreprises sur leur comportement éthique. Voilà, donc encore une fois un sujet actuel, un sujet très très présent, sur lequel nous allons essayer d'avoir un débat aussi concret que possible et aussi appuyé sur des exemples que possible. Donc pour ce débat, donc 2 experts des questions d'éthique, mais pas seulement. Monique Cantos-Ferber, vous êtes spécialiste philosophe et d'abord et spécialiste des questions d'éthique. Vous êtes directrice de l'École normale supérieure de la rue Dune. Vous êtes également directrice de recherche du Centre de recherche politique Raymond Aron à l'école des hautes études en sciences sociales. Auteur de nombreux ouvrages dont je citerai quelques-uns, Le socialisme libéral, le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, également Faut-il sauver le libéralisme, et vous animez en plus une émission consacrée aux questions d'éthique sur France Culture, une émission qui a fait d'ailleurs l'objet de votre dernier ouvrage accompagné d'un CD-ROM. Pour dialoguer avec vous, Xavier Fontanet, président du conseil d'administration d'Essilor, président du comité d'éthique du MEDEF pendant 4 ans, de 2003 à 2007, et également administrateur de plusieurs sociétés, L'Oréal, le groupe Crédit Agricole et le fonds stratégique d'investissement également. Un autre acteur important, d'autres acteurs importants, vous-même dans les différents amphis des écoles qui nous écoutez, qui allez pouvoir, par l'intermédiaire de cet ordinateur, nous poser des questions, ou poser des questions plutôt à nos 2 intervenants, et puis également les étudiants qui sont ici, les 5 étudiants qui sont ici. Alors j'ai nommé au premier rang Théophane d'Audencia, je vous présente rapidement, Dounia de l'INSEC Paris, Charlotte de l'INS à Lyon, toujours au premier rang, et au 2e rang, Émilie de l'INSEC Bordeaux, Guillaume de l'école HEI à Lille. Voilà. Donc nous allons commencer, si vous le voulez bien, par définir ce que c'est que l'éthique d'un point de vue philosophique et aussi d'un point de vue d'entreprise. Alors je me tourne d'abord vers vous, Madame Cantos-Ferber, pour vous demander ce que ça signifie pour vous l'éthique et l'éthique dans l'entreprise. Comment est-ce qu'il faut l'entendre? Est-ce que ça a un rapport, et lequel, avec la morale en particulier, la morale personnelle, et également avec la loi? Merci. Bonsoir à tous. Ça, c'est une question, une vaste question, mais importante, il est vrai. Oui, et en plus, je vais vous demander de répondre rapidement. Mais bon, c'est la règle du jeu. Donc, le meilleur moyen, au fond, de définir l'éthique, c'est de l'opposer à ce qu'elle n'est pas. Alors, en particulier, la loi. Parce que systèmes moraux, systèmes légaux, on a affaire à 2 ensembles de normes, mais de nature bien distincte. Par exemple, la loi est mise en cause quand on se dit il ne faut pas le faire. Ce sera sanctionné. En revanche, l'éthique, c'est tout autre chose. On ne se dit pas je ne dois pas le faire, ce sera sanctionné, parce que ça tomberait sous le coup de la loi. Non, il y a des choses qu'il est légal de faire, mais qu'il n'est pas nécessairement moral de faire. Alors qu'est-ce qu'on se dit dans ces cas-là?
on se dit non, ça vraiment, je ne peux pas le faire. Je ne veux pas être celui ou celle qui agit comme ça. Non, je ne veux pas qu'on sache que j'ai fait ça. Vous avez tout un ensemble d'interdits qui ne sont pas traduits par des normes juridiques, mais qui ont un effet de contrainte très fort sur la personne. Alors, je pourrais vous donner des exemples de cela, si vous le souhaitez. Donc cette affaire, alors on va peut-être revenir aux exemples, mais juste après, simplement cette affaire donc j'allais dire, de libre arbitre ou de conscience individuelle finalement. Alors approfondissons les choses. J'ai parlé d'éthique, mais en fait il faudrait distinguer entre la prudence et la morale. La prudence vous fait dire non, ça, bon, je pourrais le faire, je ne serai pas puni par la loi, mais si je le fais, c'est un avantage à court terme, ce sera un inconvénient à long terme. Donc on se comporte bien, mais afin de sauvegarder un avenir meilleur, d'une certaine façon. Alors, vous voulez donner un exemple ou plusieurs exemples, mais d'abord je vais peut-être donner la parole tout de suite à Charlotte de l'INSA. En fait, j'ai juste une petite question par rapport à la loi. Il y a des lois qui traduisent on va dire des systèmes, enfin, il y a des choses morales, on va dire, qui tombent après dans le côté légal. Parce qu'on fait des lois, justement, pour interdire le travail des enfants, ce genre de choses. Alors, pourquoi on peut passer de l'un à l'autre et du coup, la loi s'occupe de l'éthique aussi, quoi. Oui, la loi, évidemment, suit les mœurs. Et les mœurs jouent un rôle fondamental dans l'éthique. Et pour les lois fondamentales, en particulier celles qui ont trait au respect de l'être humain, à la nécessité où l'on est de ne pas porter tort à autrui ou des choses de ce type, il est bien évident que la loi rejoint complètement les normes morales ou le consensus moral d'une société. Ça va de soi. Mais il y a des lois... toutes les lois ne peuvent pas quadriller tous les comportements. Vous savez, dans la vie humaine, et vous en rencontrerez de plus en plus lorsque vous vous lancerez dans un métier, les zones grises sont extrêmement nombreuses. C'est-à-dire qu'il y a énormément de situations où on a le sentiment que quelque chose ne va pas, qu'il ne faut pas agir ainsi. Pourtant, aucune loi ne l'interdirait. On pourrait le faire. Simplement, à la fois une injonction morale intérieure, le sentiment qu'on sera mal jugé par ses pairs, que si la société entière le savait, ça risquerait de ternir l'image de son entreprise. Tout cela fait qu'on s'abstient d'agir, alors qu'on pourrait le faire sans être sanctionné par la loi. Donc il y a évidemment un rapport entre la loi et les mœurs, c'est évident. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles la loi ne tranche pas et où reste alors soit la prudence, quand on restreint son comportement, on ne fait pas des choses qu'on aurait intérêt à faire dans l'immédiat pour préserver un intérêt futur, ou bien alors simplement la morale. C'est-à-dire ça n'apportera aucun bénéfice, mais vraiment je ne peux pas faire ça. Alors vous vouliez donner des exemples? La loi, c'est très simple. Par exemple, on détourne de l'argent, on utilise le bien de sa société pour réhabiliter ou rénover son appartement, ou bien ayant une information qui a trait par exemple à des marchés financiers, on la divulgue à des personnes qui peuvent se porter le délit d'initié. Qui peuvent être en position d'acquéreur. Ça, ce sont des choses qui sont sanctionnées par la loi. Il ne faut pas les faire, mais surtout parce que si on le fait, et si on se fait prendre, on sera très sévèrement sanctionné. Ensuite, ce que j'appelais la prudence. Par exemple, une entreprise peut décider de mettre des produits de moins bonne qualité dans une production alimentaire, des ingrédients de moins bonne qualité dans une production alimentaire. La loi n'interdit pas, à condition évidemment qu'on ne frelate pas les produits en question. La loi n'interdit pas, ça peut être même une réduction des coûts, ça peut garantir un bénéfice à court terme, mais le risque est grand que les consommateurs soient déçus et que d'une certaine façon les produits de cette entreprise soient durablement disqualifiés. Là, on ne fait pas quelque chose d'illégal, on fait quelque chose de pas très bien, parce qu'on évite de préciser la qualité des produits, et on fait quelque chose qui, d'un point de vue de la prudence, est assez dommageable, parce que pour finir, ce ne sera pas bénéfique pour l'entreprise. Donc là, on est à l'intermédiaire, si vous voulez, de la morale et de la prudence. Alors sinon, la pure morale, par exemple, eh bien, on promet quelque chose à un salarié, par exemple, et puis on ne tient pas sa parole parce que le rapport de force est clairement favorable au patron, comme c'est souvent le cas. Ou bien alors on
les bénéfices sont importants, on pourrait faire quelque chose qui d'une certaine façon accroîtrait la confiance dans l'entreprise, permettrait aux salariés de se sentir beaucoup mieux traités et donc en position d'acteurs beaucoup plus responsables et actifs. On ne le fait pas parce qu'il y a un intérêt à court terme. Bref, ce genre de choses, j'en passe beaucoup évidemment, c'est innombrable, là relève plus directement de la morale. Alors vous me disiez, mais l'entreprise, alors en quoi elle a affaire à la morale? Bon, d'abord elle a constamment affaire à la morale parce que on a un rapport aux autres, les clients, les consommateurs, on a un rapport aux autres mais qui travaillent au sein de l'entreprise, les salariés. Il y a évidemment des valeurs à respecter, de confiance, de dignité, ne pas maltraiter les personnes, mais par ailleurs l'entreprise est insérée dans la société et à ce titre elle exerce une responsabilité et ça la met en position d'être évidemment un acteur moral dans la société. Alors si vous le voulez bien, on va prendre une autre approche, une autre perspective, et puis vous allez échanger. Donc Xavier Fontanet, en tant que chef d'entreprise, comment se pose pour vous la question éthique? Quelle attitude vous avez, ou quelle ligne de conduite vous vous êtes fixé, vous vous fixez? Est-ce qu'il y a parfois des situations, des cas qui vous posent problème, qui vous interpellent? Est-ce que vous avez des doutes, des interrogations, des difficultés sur le plan de l'éthique? Bon, je vais commencer à redire un petit peu ce qu'a dit, parce que on est assez d'accord, mais je vais le dire avec mes mots. Alors moi, je suis quelqu'un de complètement opérationnel, et donc, mais j'ai vécu, c'est plus mon vécu de 40 ans et dans beaucoup de pays surtout. Donc je me suis fait des références par tous les pays. Alors la façon dont je l'explique, parce que c'est des choses qu'on explique dans les entreprises, c'est que personnellement, je vois qu'il y a différents ordres. Il y a le premier ordre qui est l'ordre de la technique et de l'économie, c'est l'organisation de la société telle que vous la voyez. On peut dire qu'il y a deux grands systèmes. Par exemple, il y a des systèmes d'économie de marché qui sont fondés sur la liberté. Et puis des systèmes, on va l'appeler communistes, qui est fondé sur la contrainte et l'organisation. Et donc c'est un premier niveau. Il y a un deuxième niveau qui est pour moi le niveau du droit, que je simplifie, vous me pardonnerez madame, mais que le droit et la politique c'est un peu pareil, puisque c'est les politiques qui font le droit. Et en fait le droit historiquement, il est arrivé en France par exemple, quand les Capétiens ont commencé à constituer la France, parce que le droit existait avant mais il n'était pas écrit. Une société, un village pour fonctionner, a besoin de règles, qui sont des règles pas écrites, et les premiers qui ont fondé le pays, les premières fonctions régaliennes, ça a été la justice et la police, parce qu'il faut les deux ensemble. Et donc, en fait, la loi n'est que l'explicitation de mœurs et d'habitudes. C'est pour ça que mœurs et loi... Bon. Alors après, vous avez un niveau qui est supérieur, qui est le niveau, un troisième niveau, qui est le niveau de la morale ou de l'éthique. Alors je suis incapable de décrire la différence entre morale et éthique, mais c'est pas très très grave. Et puis après vous avez le niveau religieux, qui est un autre niveau, mais ça c'est un don, donc on va pas parler de tout ça. Donc on va rester sur les trois niveaux. Alors la façon dont je vis l'éthique ou la morale, parce que j'ai été amené donc à y réfléchir beaucoup, ce sont des règles qu'on se donne à soi en plus de la loi. Et donc je vous donne des exemples. Par exemple vous êtes acheteur. Donc la maison Essilor est acheteur de matières premières ou de machines-outils par exemple. Bon, bien quand par exemple vous avez besoin, il y a une période difficile, il faut baisser les commandes. Il y a une façon de traiter la personne qui est en face. On peut très bien dire, écoutez mon pauvre vieux, il y a un contrat, je peux tout arrêter. Ou on peut dire, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, il y a un moment difficile, bon, écoutez, je vous passe comme la commande, une de plus, moi ça m'arrange pas, parce que j'aurai la machine sur les bras, mais ça vous aidera. Simplement, vous travaillez trop avec moi, et donc j'aimerais que dans 3-4 ans, vous soyez un peu diversifié pour pas être en état de dépendance, vous voyez. Ça, la loi, c'est pas une chose que la loi vous demande, mais c'est une chose qu'on peut s'imposer, qu'on s'impose chez nous, et comme vous le disiez très bien, ce genre de comportement crée le mot confiance. Moi, le mot confiance, c'est le mot le plus important, c'est jamais la loi qui crée la confiance c'est intime. Et alors, si vous voulez, le domaine de l'éthique, c'est un domaine personnel. Donc quand on dit que le capitalisme n'est pas moral, c'est vraiment... Alors, c'est complètement débile, ça n'a strictement aucun sens. La morale, ce n'est que du comportement éthique. Alors je dois vous dire qu'on a des tas d'exemples au jour le jour de confrontations. C'est très facile de vivre avec la loi, mais il y a le concept du salaud légal. On peut être légal et salaud. Bon. Et c'est une façon de dire un peu vache, mais que tout le monde comprend. Et évidemment, quand vous voulez créer une société qui inspire confiance, et il faut aller au-delà de la loi. Et évidemment, un jour, la loi rejoindra la morale.
Hein. Il est très évident que la loi est toujours la suite, mais c'est la société civile, en fait, c'est pour ça qu'on a tous un rôle très important, c'est que normalement, on devrait être les inspirateurs de la loi. Hein. Et donc, c'est tout ce que vous expliquez, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a une très grande... Je crois que chercher à être autant qu'on peut, parce qu'on fait tous des bêtises et on fait des erreurs, on est des êtres qui font des erreurs, mais je crois que la difficulté, ce qu'il faut, c'est chercher à s'améliorer. On n'est pas parfait, mais il faut... Alors moi, j'ai un petit couteau suisse, et je pourrais terminer là-dessus, parce que j'ai beaucoup réfléchi dans tous les pays. Je ne parle jamais comme ça parce que je ne suis pas un professeur de morale. Parce que dès qu'on est professeur de morale, on devient moralisateur, ce qui est la pire des choses. Il n'y a que l'exemple qui marche. C'est pas, alors je le fais parce que c'est une façon de discuter, mais personnellement, moi j'ai deux petites règles très simples. C'est traite les autres comme tu veux être traité. Quand par exemple un fournisseur qui est en difficulté, bien on dit mets-toi à la place du fournisseur. Moi je sais que j'adore la vente, donc quand on est avec un très gros client qui peut être dur, ben moi je lui dis attends, on va inverser les rôles. Est-ce que votre comportement à mon égard est correct? Est-ce que vous aimeriez être à ma place? Parce que si on veut faire du business à long terme, chacun doit s'y trouver. Donc ça, c'est la première petite règle du petit couteau suisse, c'est traite les autres comme tu veux être traité. La deuxième petite... Juste par rapport à ça, justement, je me demandais dans le monde des affaires, est-ce que c'est pas plutôt j'aimerais faire ce que les autres ne me feront jamais, plutôt que faire je ne veux pas qu'on me fasse ce que je ne ferai pas. J'aimerais faire... Oui, dans le sens, ce que je fais, je souhaite qu'on ne me le fasse pas, qu'on ne me le fasse pas. Est-ce que c'est pas plutôt c'est pas bien ça. L'esprit? Mais oui, mais est-ce que c'est pas plutôt, vous êtes exactement dans mon couteau suisse. Vous faites exactement du cynisme. Alors ça, c'est exactement contre la règle. Il y a le petit couteau suisse, il a deux lames. Hein. La première lame, c'est justement fait exactement. Ça, c'est un comportement que je considère immoral. Hein, bon. Est-ce que c'est pas ça qu'on retrouve dans le monde des affaires en général? Non, alors ça, c'est l'image que certaines personnes veulent donner des entreprises. Une des bonnes façons de cogner les entreprises ou le capitalisme ou l'économie de marché, c'est de donner une image fausse et s'attaquer à une image fausse. Moi, je peux vous dire que c'est... Enfin, j'en parle, il faudrait que les gens décident soient là pour dire, Xavier, c'est vrai ou bon. Mais moi, dans ce que je vis, je ne me reconnais absolument pas dans une image qui est donnée. Et je crois c'est très facile pour décrire quelque chose. Vous créez une image fausse et vous tapez dans l'image. Le seul problème, c'est que vous tapez... ça tape à côté. Alors, le premier point, c'est le vôtre. Et le deuxième, je vais aller au bout parce que... Oui, il y avait une deuxième idée, c'est... comment dire, c'est... Mais d'ailleurs, madame, vous aviez dit expliqué. Alors, je dis, c'est... Je fais quelque chose, je sais que c'est dans le journal demain, est-ce que je le refais? La transparence. Être transparent. Et moi, je crois que ces deux règles... Alors, je prétends pas que ça règle tout, mais à chaque fois que j'ai eu des problèmes, parce qu'on est confronté tout le temps à des problèmes, avec ces petites choses... En gros, ça règle la plupart des problèmes. Et je peux vous dire que dans le monde entier, les gens comprennent. Vous dites ça en Inde, les gars comprennent tout de suite. Vous dites ça en Chine, ils comprennent tout de suite. Vous dites ça au Japon, ils comprennent. Donc il y a quelque chose dans la morale qui était... Il y a une sorte d'universalisme. Parce que ça fait plusieurs fois que vous insistez sur le fait que moi, dans les différents pays, vous adoptez la même attitude. L'être humain partout dans le monde, mais ça, Madame Canton-Perber va peut-être l'expliquer mieux que moi. Quelque part, il y a une unicité humaine. Oui. Quand on parle de ces petites choses-là, tout le monde comprend. D'ailleurs, les gens se mettent à sourire. Vous vous mettez à sourire, vous avez compris. C'est comme ça partout. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord, si je comprends bien. Mais bon, évidemment. Sur l'universalisme. Il faut distinguer les faits, ce qu'on observe, la réalité, et puis la norme, hein, ce qui est et ce qui doit être. Alors, ce qui doit être est tout à fait dans le sens de ce que M. Fontanet a décrit. Là, on ne peut pas avoir la moindre réserve là-dessus. Simplement, ce qui est n'est pas toujours conforme à ce qui doit être. Hein. Donc, vous avez votre question a inévitablement une pertinence. C'est-à-dire, je fais ce que je ne veux en aucun cas qu'on me fasse, et je vais me mettre en position d'invulnérabilité, de puissance, pour que personne ne puisse me le faire. C'est quand même le premier axiome de la domination. Ça se passe en politique, on assiste à des meurtres politiques, bon évidemment pas physiques, hein, mais qui se passent autrement, on assiste à ça régulièrement, et dans les entreprises ça existe quand même, on ne veut pas dire que c'est une réalité non existante. Ça existe. C'est-à-dire que lorsque... Je vais prendre la balle au bon. Bon, mais là, moi, je parle d'un monde que j'observe, que j'ai étudié parfois, dans lequel j'ai beaucoup d'amis, et je vois tout de même que lorsqu'on rachète une entreprise, alors qu'elle a des profits importants et qu'on licencie, ça se passe fortement, sans beaucoup d'état d'âme, et qu'on fait venir des équipes d'avocats formées dans tous les pays du monde, et en particulier aux États-Unis,
pour faire en sorte que la négociation de reclassement ou la négociation salariale se passe uniquement au profit de l'entreprise. Il y a quand même plusieurs avocats d'affaires à Paris qui prospèrent sur ce genre de marché. On ne peut pas le nier. Lorsque des financiers pour un profit et des rentrées financières très importantes à court terme n'hésitent pas à mettre en danger l'économie de certaines régions, quitte à plonger des travailleurs qui donnent toute leur énergie à leur entreprise et même des patrons qui font tout pour que leur entreprise marche, ça arrive aussi. On a observé il y a quelques mois, lors de la première vague de la crise financière, que des entreprises qui étaient performantes étaient laminées par l'incapacité où elles étaient d'avoir accès à des crédits. Donc moi je suis très attachée à une région, une petite ville qui est vraiment un lieu idéal d'existence. Mais le quart de la population vit d'une entreprise tout à fait performante qui existe depuis presque un siècle, qui a été rachetée il y a 3 ans par un fonds de pension américain. Le jour où ce fonds de pension décide de fermer cette entreprise tout simplement parce qu'elle est plus suffisamment rentable, pour l'instant, il n'y a pas de menace, rassurez-vous, mais cette ville, qui est un paradis sur Terre, est véritablement à terre. Alors donc ça, on ne peut pas le nier. Ça existe, ces faits existent. Ces faits existent. Nous ne les approuvons pas, mais ils existent. Je vais rebondir sur l'idée de domination. La réponse de Xavier Fontanet, et ensuite il y aurait une autre question et ensuite il y a une autre question de l'ordinateur. Le mal existe, évidemment, et d'ailleurs pour que le bien existe, il faut bien que le mal existe. Donc c'est complètement débile de nier le mal. Maintenant, je voudrais réagir sur l'idée de domination. Alors, je peux vous dire que si vous vous comportez de façon pas sympa avec quelqu'un, vous allez gagner à court terme. Mais il faut savoir que les gens sont tous très intelligents. D'accord ? Et la personne n'oubliera pas. Et il vous recoincera plus tard. Donc, le comportement que vous avez, c'est un comportement court terme. Si vous voulez créer sur le long terme, et le gros sujet, c'est de durer. C'est beaucoup plus difficile de durer que de briller. Briller, c'est très facile, mais ça ne dure pas. Quand vous voulez durer, quand vous voulez créer des relations durables, c'est des relations équilibrées. Et les comportements que vous décriviez, c'est des comportements de domination, ils ne durent jamais. Parce que les dominants, ils se font toujours dominer un jour. Citez-moi une personne qui a été de comportement dominant, qui a duré tout le temps. Il s'est toujours fait déquiller parce que la relation de force crée automatiquement la relation de force et au bout du bout, vous êtes écrasé. Donc si vous voulez durer, il faut forcément créer des relations de service. Et alors là, je viens très fort sur l'idée, c'est que l'une des façons de détruire l'entreprise et l'économie de marché, c'est de parler de domination, qui est un mot marxiste. Bon, alors je vais vous dire un truc, moi j'ai fait beaucoup de ventes. Eh bien l'idée d'une société qui domine, pour moi c'est une des fausses à cause de la concurrence. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de la concurrence. La concurrence, en fait, c'est le signe de la liberté. Pour moi, c'est un autre mot qu'on pourrait donner au mot de liberté, qui est une valeur énorme. Le monde actuellement est extraordinairement concurrentiel et j'aimerais beaucoup prendre cas par cas. Je ne dis pas que la domination n'existe pas par endroit, mais j'aimerais bien voir cas par cas. Alors là, on prend des cas et on regarde s'il y a eu domination ou pas, parce que actuellement, si vous voulez, avec les transferts de technologie, la mondialisation qui arrive, le phénomène concurrentiel est absolument extraordinaire et empêche les gens de prendre des positions. Et donc les vraies positions pour durer, c'est les positions de service. C'est se mettre au service des clients. Les entreprises qui marchent bien, ce n'est pas celles qui dominent, c'est celles qui ont un sens du service. Et on n'explique pas assez que la base de l'économie de marché, en fait, c'est la vente. C'est pas la... Alors, la grande image qu'a donnée Marx, c'est le capitaliste qui est plein de fric. Alors, il manipule le consommateur avec la pub et il écrase l'employé par sa domination. Alors ça c'est très bien, mais c'est pas les gens il n'y a pas beaucoup de gens qui ont géré des boîtes qui vous diront ça. La société, les gens qui sont vraiment dans le business et qui travaillent sur la longue durée, on est constamment en concurrence. La concurrence est une ascèse. Et la vérité, alors, c'est l'image évidemment qu'on a donnée, mais la réalité, vous savez, c'est on est tous en concurrence. Hein. Même les leaders mondiaux, ils sont en concurrence. Hein. Donc, alors, vous vouliez poser une question, et puis ensuite on prendra la question de... Donc on ne réfléchit pas assez à la concurrence, vous voyez. Il faudrait vraiment faire de la philosophie de la concurrence. Mais alors justement, en parlant de la concurrence, si une entreprise se met dans l'état d'esprit, je suis sur du long terme et je ne cherche pas à dominer. Je sers mes clients. Voilà. Mieux que les autres. Une autre entreprise qui serait dans l'état d'esprit inverse, à savoir je cherche à dominer, ne risque-t-elle pas déjà de prendre le dessus donc sur cette entreprise qui ne cherche pas? Et une question qui finira un peu plus théoriquement et peut-être plus pour Madame Cantos-Berber, ce serait est-ce qu'on ne peut pas repenser aux théories de Machiavel
et se dire quelque part que dans le monde des affaires, on utilise tous les moyens possibles pour arriver à des fins que l'on détermine dans un souci d'efficacité, et donc considérer les grands responsables comme des êtres amoraux qui n'ont pas à se charger d'éthique. Bon, mais c'est toujours un risque, en fait. Tout peut arriver dans les affaires humaines, et bon, les très mauvais sentiments existent et les très bons aussi. Et heureusement, mais comme nous ne sommes pas là pour changer l'homme, certains ont cru le faire et ça a donné un désastre, nous prenons la nature humaine telle qu'elle est, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ça, il est certain que les exemples dont je parlais tout à l'heure, des exemples de domination, c'était dans des idées de stratégie à très court terme et avec changement immédiat d'activité. Parce qu'évidemment, dès qu'on introduit la notion de durée, on est obligé de parler de responsabilité à l'égard de la société, des acheteurs, des consommateurs, responsabilité à l'égard de ses propres employés. Or, pour gérer tout cela dans la durée, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il ne faut rien hypothéquer. Donc, en effet, les comportements prédateurs et dominateurs que j'ai décrits tout à l'heure, c'est des comportements qui sont quand même permis incontestablement par le capitalisme d'aujourd'hui, qui permettent à des entreprises, et souvent des entreprises financières, de se doter de positions dominantes et d'ensuite de quitter l'activité sans avoir de compte à rendre à personne et après avoir provoqué beaucoup de désastres. Mais il est certain que lorsqu'on est dans la production de richesses, qu'on va ensuite essayer de vendre dans une société relativement stable et avec une équipe qui reste stable autour de soi, on ne peut pas s'amuser à faire cela. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a de nombreuses questions qui arrivent par le biais de l'ordinateur. Donc, je vais prendre la première. L'éthique n'est-elle pas un avatar ou une autre forme du respect de l'autre, du respect de la loi? Peut-être Madame... Pardonnez-moi, j'ai été encore perturbée par... C'est sur la définition de l'éthique. Est-ce que ce n'est pas une autre forme du respect, un avatar du respect en quelque sorte? Ce serait difficile quand même d'imaginer une éthique non respectueuse. Ça, je crois que il est certain que le respect est une composante importante de l'éthique. Mais je ne dirais pas que l'éthique s'y réduit. Parce qu'il y a une manière de respecter l'autre qui peut être dans certains cas totalement glaciale. C'est-à-dire qu'il le met totalement à distance. Or, l'éthique est fait quand même aussi d'un minimum d'empathie. Monsieur Fontanet évoquait tout à l'heure la capacité de se mettre à la place de l'autre et d'essayer d'apprécier ce qu'on voudrait qu'il nous fasse ou qu'il nous fasse pas. Là, il est certain que pour arriver à faire ça, il ne faut pas simplement du respect. Il faut avoir la capacité d'identification. Et donc, le respect est une vertu souvent intellectuelle. Et dans l'éthique, il y a aussi des sentiments moraux, des émotions morales. Ça, Adam Smith, au XVIIIe siècle, a déjà admirablement montré, et on ne règle pas les sociétés humaines avec uniquement des règles à respecter. On les règle aussi avec un apprentissage des passions, des émotions, du rapport à autrui. Et ça, heureusement, nous avons une civilisation solide qui nous permet de faire ça encore plus ou moins bien. Alors, question à Monsieur Fontanet cette fois. N'est-ce pas facile, vous voyez qu'ils ne vous ménagent pas, les étudiants, n'est-ce pas facile de dire que la morale est une affaire personnelle pour ainsi laisser agir les entreprises immoralement? C'est-à-dire que d'un côté, il y a la morale, l'affaire personnelle, et puis de l'autre côté, l'entreprise peut faire ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on entend par une entreprise? Parce que l'entreprise n'agit pas, c'est les personnes. À partir du moment où les personnes se comportent bien, l'entreprise ne peut pas agir immoralement. L'idée de déconnecter l'entreprise des personnes qui y sont, c'est une idée fausse. Alors, non, mais je sais que c'est très... Est-ce que c'est les dirigeants, quand on parle de l'entreprise, est-ce que c'est les dirigeants ou bien c'est l'ensemble? Quand vous parliez c'est l'ensemble, évidemment. Alors, on est ramené. Pourquoi j'ai pris cette petite image? Parce que c'est une image que tout le monde comprend. En fait, une entreprise, si vous voulez, il ne faut pas non plus ramener l'entreprise uniquement aux dirigeants. C'est très facile parce que je suis là, mais moi je parle pour les 40 ou 50 000 personnes de la maison, si vous voulez. Justement, est-ce que vous avez fait, bien sûr. Alors nous, si vous voulez, on a des... oui. Nous sommes, auprès de l'ensemble des actionnaires, nous sommes tous des actionnaires salariés. Donc il faut savoir que chez Essilor, c'est une société dans laquelle l'actionnaire salarié est très importante. Et c'est à mon avis une des évolutions vers lequel le capitalisme peut aller. C'est-à-dire que quand les employés sont actionnaires, ça change complètement le regard à l'entreprise. Puisque vous êtes propriétaire, chez Essilor, il y a 3 employés d'Essilor qui sont au conseil d'administration. Et donc, alors, on a écrit des règles. Évidemment, les règles, c'est très simple. Les règles, c'est le respect des personnes. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise dans la chance d'être leader mondial, d'accord ? Un leader mondial, ça ne peut pas se gérer à la schlag, pardonnez-moi l'expression. On est obligé de... C'est comme des grands sportifs. Je sais pas, moi j'adore le tennis. Federer, s'il est très fort, c'est qu'il est inspiré. On n'a pas derrière lui l'entraîneur qui le tape s'il ne marche pas. Il est complètement... Et ce qu'il faut dans une entreprise, c'est que tout le monde, du haut en bas,
toute l'échelle soient vraiment en position d'être à l'aise. C'est la seule façon de diriger des entreprises très diversifiées. Là, actuellement, l'entreprise, il y a des gens qui travaillent en Nouvelle-Zélande, donc ils sont en train de se lever. Je suis sûr qu'ils ont le moral et puis qu'ils vont travailler parce qu'ils croient à l'entreprise, ils sont bien traités. Et la seule façon de gérer une très grande entreprise au niveau top que demande le leadership mondial, c'est de traiter les gens bien. L'individu est très doué. Chacun de nous, c'est un petit génie. Bon. Et si on traite mal les gens, ils vont plus travailler dans l'entreprise, ils quittent l'entreprise. Donc c'est à la fois, à mon avis, l'efficacité et la morale, ça va complètement ensemble. Pour attirer les gens bien, il faut leur donner des jobs intéressants. Oui. Alors, Monique Cantos-Ferber, juste un complément question. sur cette question de la morale personnelle. Est-ce que c'est assez? Bon, ça compte énormément, évidemment, mais j'ajouterais que la structure compte aussi. Il y a des structures, il y a des enfin bon, moi je travaille dans c'est pas une entreprise, mais c'est une université. Cela dit, elle a un produit aussi, elle crée de la valeur, qui est de la valeur intellectuelle et scientifique. Donc d'une certaine manière, jusqu'à des considérations peuvent s'appliquer, venues de l'entreprise peuvent s'y appliquer. Et je vois bien à quel point la morale des personnes qui sont dans des positions clés n'est pas suffisante. Il y a aussi, il faut que les structures soient telles qu'elles ne permettent pas les dévoiements et les déviations. Donc là, vraiment une réflexion à mener sur les institutions qui est très important. Et il y a une image sur le plan de l'éthique de l'entreprise, c'est pas seulement son patron ou quelques collaborateurs. Bien sûr, c'est la manière dont la confiance est installée, c'est les rapports entre les personnes, les droits et les devoirs, l'organisation des droits et des devoirs, exactement comme dans une société. Et je suis toujours, le temps du despotisme éclairé, si vous voulez, est un temps totalement révolu. On le sait, on a affaire aujourd'hui à des individus qui, évidemment, ont des préférences, sont extrêmement bien informés sur beaucoup de choses et ont les aspirations qui sont en tout point semblables à celles de leurs dirigeants. Donc il faut avec ça arriver à trouver une synergie qui permette d'englober toutes les personnes qui travaillent au sein d'une entreprise et leur permettre surtout de s'orienter vers un projet commun. Et ça, d'une certaine façon, on fait d'autant mieux que ces personnes se sentent nécessaires, indispensables et respectées. Alors, vous vouliez ajouter d'une autre manière, c'est tout l'équilibre. Il y a la régulation et l'éthique personnelle. Hein. Donc, c'est tout un équilibre à trouver entre la régulation et l'éthique personnelle. C'est sûr qu'on ne peut pas complètement, sur des très grandes entreprises très diversifiées, compter uniquement sur l'éthique personnelle parce qu'il y a trop de monde. Hein. Et le temps de former les gens, qui prennent la culture, ça prend du temps. Donc, il faut un certain nombre de règles, qui sont des règles écrites, des règles. Mais il ne faut pas mettre trop de règles, parce que si vous mettez trop de règles, vous commencez à créer une machine qui enserre les gens, où il n'y a plus aucune inspiration et aucune initiative. Et les grandes entreprises, surtout quand on se bat au niveau mondial, on a besoin de gens qui ont de l'initiative. La seule façon d'avoir de l'initiative, c'est créer des systèmes où les gens inventent. Quand ça marche bien, ils sont récompensés. Quand ça marche moins bien, quelque part, ils ne sont pas récompensés, mais ils apprennent de l'erreur pour avancer. Et c'est des systèmes très ouverts. Donc il y a tout un équilibre entre les règles qu'on met et puis l'éthique personnelle. Mais je crois que c'est là que la notion de justice, il y a la notion de méritocratie, c'est-à-dire que pour arriver à ça, il faut mettre les gens en situation de responsabilité, chacun. Et puis qu'il y ait des règles claires, ça marche pas. Quand ça marche, on récompense. Quand ça marche pas, on aide. Et quand on sait qu'une direction est juste, il se crée un climat de confiance qui fait que les gens se défoncent. Parce qu'ils savent que s'ils font des choses formidables, ils sont récompensés, ils progressent. Ils savent que même s'il y a des bêtises, ils vont apprendre des erreurs. Et ça, c'est un petit miracle, un petit mystère. Et je sais que toutes les entreprises qui ont pris des grandes positions mondiales, en fait, n'arrivent que parce que les équipes sont exceptionnelles. Alors, et la qualité des équipes, c'est là qu'on dit que l'actif humain d'une entreprise, c'est le plus important. Hein. Alors, on va donner la parole à Charlotte qui attend depuis un moment pour poser sa question. Sur l'universalité de la phrase, je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Tout le monde est d'accord, c'est super. Mais chacun a sa vision de ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Par exemple, je vais faire quelque chose à quelqu'un en pensant que moi, j'aimerais bien qu'on me le fasse. Puis en fait, la personne en face, notamment dans les sociétés asiatiques dont vous parliez tout à l'heure, ne sont pas habitués ou n'ont pas la même notion du respect, de la politesse que nous. Alors comment on fait dans ces cas-là ? Ça débouche sur des malentendus Mais il y a déjà une distinction fondamentale, parce que vous avez dit ne faites pas autrui il ne faut pas faire autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, mais vous pouvez aussi dire ne fait pas autrui ce qu'il ne veut pas qu'on lui fasse. C'est une façon. Mais non, mais ça n'a pas le même sens. Bon. Ça n'a pas du tout le même sens. Tant mieux. Si on affine le système, ça n'a pas du tout le même sens, parce que je ne veux pas dire que ce soit complètement distinct, mais dans le deuxième cas,
vous mettez en face de vous la personne comme seule à même de dire ce que sont ses préférences. Alors dans l'entreprise, c'est peut-être pas très pertinent comme distinction. En éthique médicale, puisque moi j'étais vice-présidente du comité national d'éthique pendant plusieurs années, c'est très important. Le médecin peut considérer que c'est bien de faire à un malade ce qu'il aimerait qu'on lui fasse si lui est dans cette position, mais s'il a en face de lui un malade dont ce n'est pas les valeurs, qui pour certaines raisons ne veut pas qu'on lui impose ce traitement, il faut bien faire attention que là, c'est pas ce que le médecin voudrait qu'on lui fasse à lui, mais ce que le patient veut qu'on lui fasse. Ça, c'est une distinction qui, dans certains cas, peut être très importante. J'ai envie de répondre, vous êtes déjà d'une très grande sophistication, parce que vous êtes plus sophistiqué que mon couteau suisse, vous voyez. Et je dis que c'est gagné, parce qu'à ce moment-là, vous voyez, si vous êtes devant, par exemple, une collègue thaïlandaise, et puis que vous êtes capable de discuter avec elle, et vous allez vous comprendre. Vous allez vous comprendre si vous n'avez pas tout à fait la même petite distinction. J'ai un cas très amusant, c'est que je me suis beaucoup sympathisé. On a beaucoup de très grosses usines en Thaïlande, puisqu'on a depuis très très longtemps, on est très gros en Thaïlande. Et j'avais un livre que j'adore, qui est le Petit traité des grandes vertus, vous connaissez sûrement, qui est d'Alain Comte-Sponville. Et je discutais un soir avec de tous ces sujets. Et par exemple, je leur ai envoyé le livre. Et en disant, pour comprendre un occidental, parce que nous on est occidentaux, on n'a pas tout à fait la même philosophie que des orientaux. Et alors le livre a eu un succès, ils ont traduit dans le livre, ils ont une petite revue d'entreprise tous les mois, il y a la petite feuille de chou de l'usine. Eh bien, ils ont eu pendant 1 an, ils ont mis et ils étaient passionnés de discuter avec ça. Donc je crois que c'est un sujet, il faut... C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. L'universalité des valeurs ou le relativisme des valeurs, là il y a des personnes qui ont des opinions tout opposées. On peut aller très loin sur le sujet. Moi je suis très universaliste, c'est-à-dire je pense qu'il y a absolument un cœur de valeurs communes, qui sont tout à fait essentielles et qui ont trait en gros au respect de la personne et à la garantie... laisser à la personne de développer ses potentialités. Le prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, elle est musulmane, elle vit en Iran, mais elle porte un foulard, elle se comporte dans certaines circonstances autrement qu'une femme occidentale se comporterait, mais elle défend les droits de l'homme tels qu'elle les entend. Ça correspond à quelque chose qui est quand même pour l'essentiel identique à ce que nous réclamons. Alors en revanche, en dépit de ce noyau de valeurs communs, je crois qu'il y a une assez grande diversité dans la manière dont ces valeurs s'expriment culturellement. C'est-à-dire les Japonais, en effet, insisteront davantage sur les relations de politesse, de dépendance, etc. D'autres, au contraire, exalteront l'autonomie individuelle. Le cœur de valeur est le même. Les expressions culturelles peuvent être, dans certains cas, vous savez, sur ce point-là, la chance veut qu'on a depuis une vingtaine d'années donc des sociétés au Japon et en Corée. Et donc, je prétends pas du tout connaître le monde japonais parce qu'il faut probablement une centaine d'années. Mais je peux vous dire qu'en 20 ans, on a vu, on a cassé la glace. Et qu'avec les Japonais, maintenant, ils sont très proches de nous. Mais il faut du temps et de la patience pour casser la glace, parce qu'ils s'approchent doucement, c'est des gens très prudents. Et donc il faut avoir fait des choses ensemble, connu du mauvais moment, et plus le temps passe, et plus on avance, plus on se rend compte qu'on est proche. Alors je voudrais revenir, ou plutôt maintenant qu'on a balisé le terrain en quelque sorte, et cerner un petit peu les différents aspects, les différentes implications de l'éthique dans le monde de l'entreprise, qu'on en vienne peut-être plus précisément au cœur du sujet, c'est-à-dire la question des contraintes ou des opportunités. Est-ce que c'est créateur, est-ce que c'est source d'ennui, de contraintes, de difficultés dans le monde de l'entreprise, l'éthique, ou bien est-ce que ça peut créer des opportunités? Alors on a un petit peu effleuré le sujet, mais il y a quand même des contraintes pour vous, chef d'entreprise, à respecter l'éthique. J'ai beaucoup réfléchi. On est un autre avec qui on a discuté ensemble, le même avis, c'est Henri Decasse d'AXA. Oui. On discutait et on s'est dit que dans notre carrière, qui a été une conquête du leadership mondial, je vais vous dire, j'ai jamais eu de conflit. On a eu des cas, très graves. Il y a des cas, on sait par exemple qu'il y a des parties des marchés où les gens, il y a de la corruption. C'est très simple. Il suffit de dire les marchés dans lesquels il y a de la corruption ne rentrent pas dans nos parts de marché. Et donc on enlève ou on ne rentre pas dans des pays où c'est pas possible de travailler. Je ne vais pas citer des pays pour qu'ils sont maintenant on est rentré parce que il y a des pays dans lesquels on dit on va pas. Il y a 15 ans, je me rappelle très bien, il a fallu choisir entre 2 pays. On a été dans un pays parce que l'autre, on savait qu'il y avait trop de corruption et que nos équipes étaient même incapables de travailler parce qu'on ne sait pas faire. Je vais même vous donner des exemples. Même dans des pays développés, il y a des coins du marché dans lesquels on sait qu'il faut graisser la patte.
Alors moi j'ai toujours dit, on ne rentre pas dans ces marchés. On n'est pas intéressé à prendre des parts de marché. Et c'est ce qui se passe, il se passe exactement l'inverse. C'est que tous les gens honnêtes viennent vers vous. Ils viennent me dire, mais attendez, nous on sait avec vous que vous êtes des gens corrects, on ne veut pas être mélangé avec eux, et ça a provoqué des clients. Alors, il y a peut-être des métiers où c'est plus difficile que d'autres, mais je crois quand même qu'il y a une progression, ne cesse que par les systèmes fiscaux et légaux qui s'étendent, il y a quand même un recul. Alors moi, je sais qu'on me dit toujours que je suis trop optimiste. Bon, alors je me suis toujours entouré de gens qui me compensent. Bon, donc mon rôle, mais quand même, on voit quand même les choses avancer. Il y a des pays qui se sont améliorés, qui sont moins corrompus. Donc la réponse, c'est que, et vous savez, quand vous avez dans une équipe quelqu'un qui n'est pas correct, c'est comme une mauvaise poire ça abîme tout le monde. Donc enlever les gens pas corrects, c'est de l'efficacité. Hein. Parce que quand on est entre gens honnêtes, vous vous rendez compte des sociétés dans lesquelles les gens ne se font pas confiance. Ils passent la moitié du temps à faire de la politique interne et l'autre moitié chez les clients. Quand les gens se font confiance, tout le temps est extérieur. Donc l'honnêteté et la confiance, c'est vraiment la source de l'efficacité. Moi, je n'ai pas le moindre état d'âme là-dessus. Alors peut-être que je suis un petit innocent, bon, mais bon, c'est ce que je pense. Alors une contrainte, comment lier? Évidemment, c'est une contrainte. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et qu'on ne fait pas. Oui. Donc, extérieurement, optiquement, c'est évidemment une contrainte. Maintenant, dites-moi, quelle activité de la vie humaine est sans contrainte? La vitesse est limitée sur les autoroutes, la langue même que nous parlons, les règles de grammaire sont des contraintes. Tout ce que nous faisons est sur contrainte. Et l'intérêt, c'est de trouver les contraintes qui donnent véritablement du sens. Sans contrainte, est-ce que ce que nous ferions, s'ils n'étaient pas soumis à toutes sortes de contraintes, est-ce que ce serait doté de valeur? C'est pas sûr. Regardez des périodes particulièrement atroces de l'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les médecins nazis ont fait tout ce qu'ils ont voulu sur les corps humains. Est-ce qu'il y a une seule découverte qui en est sortie? Aucune. Il y a des règles extrêmement strictes dans l'expérimentation humaine, et c'est une chose qui a été très étudiée, même si apparemment c'est paradoxal. Ces règles créent un terreau d'inventivité beaucoup plus fort, si vous voulez. Donc des règles, il en existe tout le temps. Maintenant, il faut des contraintes adaptées à l'activité. Il ne faut pas des contraintes qui soient des carcans. Il ne faut pas des contraintes qui soient abstraites, générales, qui soient complètement en décalage par rapport à l'activité, parce que ces contraintes, surtout en France, ne seront jamais respectées. Si on pratique, ça c'est le génie national, des règlements tatillons partout et un sens du passe-droit généralisé. Hein. Bon, alors c'est pas très bon. Certains trouvent que c'est le sport français par excellence. Moi, je désapprouve. Minimum de règles, mais beaucoup de responsabilités personnelles. Alors, il est évident qu'il y a des contraintes qui gênent par rapport à ce qu'on aurait envie de faire ou ce qu'on pourrait faire, mais je suis convaincue qu'à long terme, elles sont source de bénéfices. D'abord parce qu'elles donnent une valeur beaucoup plus grande, comme vous le disiez, à l'activité et aux produits, et puis surtout, elles permettent de créer, de répandre la confiance. Or, sans confiance, sans règles de droit, sans convergence des actions des individus, on ne peut vraiment absolument pas produire des richesses, ni garantir du travail, ni même ordonner une société. Donc, et par ailleurs, vous parliez au début j'avais moi-même fait allusion, de la dimension publique. Beaucoup diront, bon, écoute, bien sûr, il ne fait pas cela, mais s'il pouvait le faire sans se faire remarquer, il le ferait tout à fait. Et son comportement est totalement hypocrite. Il a l'air d'être éthique, mais dans le fond, il ne l'est pas du tout. Hein. Hypocrisie. Bien oui, c'est de l'hypocrisie parfois. Mais après tout, c'est peut-être intéressant aussi l'hypocrisie. Parce qu'au début, c'est de l'hypocrisie, et au bout d'un certain temps, l'hypocrisie a des effets réels sur les comportements. C'est-à-dire ce qu'on faisait sans y croire, mais au bout d'un certain temps, on le fait en commençant à y adhérer. L'hypocrisie a une vertu civilisatrice dans certains cas. La politesse amène à la morale. Alors on va essayer il y a une multitude de questions qui arrivent par l'ordinateur. Je ne sais pas si on va pouvoir les prendre toutes. Donc je vais vous demander de répondre rapidement. Et alors peut-être d'abord votre question. Vous vouliez Est-ce que les contraintes justement rencontrées dans la mise en place d'une démarche éthique ne sont pas le moteur de l'efficacité derrière de cette démarche? Oui, si elles sont adaptées, oui. Mais parce que les contraintes, c'est très vague. Hein. Il y a des contraintes absurdes que vraiment on respecte parce qu'on doit les respecter, mais à contre-cœur. Bon, par exemple, je vais prendre les questions que je connais bien. Dans une administration, par exemple, on ne peut rien acheter au-delà d'une certaine somme sans procéder à un vaste appel d'offres. Bon, pour respecter les règles des marchés publics, ça, voilà, c'est une contrainte dont la finalité est éthique, c'est-à-dire éviter que des très gros marchés qui seraient garantis, qui sont captifs puisqu'ils sont financés par l'État, n'aillent à des connaissances ou à des personnes qu'on veut favoriser, alors que les prestations sont inférieures à ce que feraient d'autres et les prix plus élevés.
Donc, on est dans un carcan de règlement qui fait qu'avant que quoi que ce soit puisse entrer dans la réalité et dans l'administration publique française, des mois, parfois même des années passent. Bon, on perd de vue l'objectif, mais la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter, même si évidemment, lorsque le produit arrive, ça ne correspond plus à rien. La préoccupation éthique créatrice de bureaucratie. Dans certains cas, elle est tout à fait justifiée. Dans d'autres cas, elle peut être carrément contre-productive. Alors, il vaudrait mieux faire comme nos amis américains font, et souvent avec quand même une prime d'efficacité, responsabiliser les acteurs, donner une certaine latitude d'action aux acteurs, avec un contrat de confiance, juger après coup si ça a été fait dans les règles, et si ça ne l'a pas été, sanctionné de manière terrible. Alors, si vous voulez bien, on va prendre plusieurs questions, parce que il y en a vraiment beaucoup qui arrivent là. Alors, Aziz de l'INSEC Paris, par exemple. Certaines entreprises ont fait de l'éthique une véritable stratégie marketing. S'agit-il encore d'un comportement éthique ? Alors ça, c'est l'instrumentalisation de l'éthique, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, ah oui. Mais bien sûr. Mais ça, c'est vrai évident. Que ça existe. Non, mais l'éthique, le problème, c'est qu'à la limite, c'est personnel, ça ne devrait pas se dire. Vous voyez, c'est comme un cadeau. Dès que vous dites on fait un cadeau, c'est plus un cadeau, c'est du pharisaïsme. Donc c'est ça qui est très délicat. Il faut, à la limite, il faut la discrétion. L'éthique est forcément. Dès qu'on commence à dire je suis plus modeste que tout le monde, ou je suis champion du monde de l'éthique, on l'est plus. Donc c'est des choses dont il ne faut pas parler. Mais enfin, donc c'est très bien qu'on en parle, mais comprenez ce que je veux dire. N'oubliez pas la réalité quand même. Même si c'est pour de mauvaises raisons, même si c'est pour donner une bonne image d'eux-mêmes, il vaut quand même mieux qu'ils se comportent de manière éthique plutôt que non éthique. Oui, donc évidemment, les raisons de le faire sont peut-être pas très bonnes, mais le comportement lui-même est préférable. Il ne faut pas l'instrumentaliser. Alors après, il faut partir de l'idée que les gens ne sont pas idiots. Mais notamment les jeunes, ils savent très bien. Ils savent très bien les boîtes sympas, les boîtes... ils le savent très bien. Et donc, il faut prendre les gens. Les gens sont plus intelligents qu'on croit. Alors, donc, Pierre de Audencia, alors là c'est plus compliqué, c'est assez subtil. Puisque dans les relations commerciales, chacun agit dans son propre intérêt. Là, vous êtes d'accord ? Ne confondons pas, lorsqu'on parle d'éthique d'entreprise, la convergence des intérêts des parties prenantes avec la vraie moralité. Autrement dit, bien traiter le client, n'est-ce pas le tromper d'une certaine façon ? Oui, ben c'était un petit peu ce que j'expliquais avec, effectivement, c'est vrai que la morale, l'éthique, je crois, est toujours un petit peu en avance sur le droit. Et donc ça c'est très subtil, mais je peux vous raconter l'histoire par exemple une autre histoire, c'était un collègue, j'y réfléchissais à un exemple où on a dû se séparer de quelqu'un. C'est un cas extrêmement intéressant, c'était un gars extrêmement doué qui était financier, il était contrôleur de gestion d'un très gros projet dans lequel on mettait des sommes énormes. Donc il dépendait directement du chef de projet, il avait une direction, il avait un pointillé avec le patron financier du groupe. Et il a quelque part été sous l'influence de son patron. Il n'a pas bien montré les chiffres et ça a été une grosse bêtise, mais la grosse bêtise, beaucoup de sous. Et donc on a dû s'en séparer. Et alors il est venu dans mon bureau et il m'a dit mais pourquoi est-ce que vous me virez ? Je lui ai dit vous savez, parce que vous n'avez pas désobéi. Donc vous n'avez pas désobéi avec le boss. Vous deviez pas accepter qu'il arrange un peu les comptes alors que vous saviez très bien. Et votre devoir c'était de résister. Bon. Et donc il était très dur. Mais j'ai dit écoutez maintenant, est-ce que vous avez compris ? Il m'a dit j'ai compris. Bon, alors maintenant, écoutez, vous êtes obligé de quitter l'entreprise parce qu'on ne peut pas vous laisser. C'est un exemple tellement dramatique. Maintenant, je vais vous aider à trouver un nouveau job. Alors, comment est-ce que je l'ai aidé ? Je lui ai dit écoutez, c'est très simple. Je suis sûr que quand vous allez chercher un job, votre patron voudra me parler parce que vous êtes excellent et il va dire comment ce type-là qui est si bien a pu se faire virer. Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais lui dire la vérité. Je vais dire à votre futur employeur, le gars est génial, il a fait une erreur, je crois qu'il a compris, parce que c'est tellement fort ce qu'il a pris qu'il ne recommencera pas. Je pense que c'est quelqu'un encore mieux que ce qu'on a connu puisqu'il a progressé, et donc je vous demande. Et bien ça s'est passé comme ça. Et effectivement, il a commencé à avoir 2-3 jobs. Quand il était tout prêt, il m'a donné une recommandation, il m'a mis comme recommandation. Et bien j'ai dit la vérité. Et le boss était absolument ravi parce qu'il a dit c'est clair, je comprends pourquoi. Et donc, il a fait toute sa carrière, et on continue à se voir tout le temps. Il n'y a pas encore longtemps, il m'a demandé un petit coup de main que je lui ai fait. Donc, et ça, c'est des comportements, vous voyez, c'est qu'on a été un petit peu plus loin, parce que je pourrais très bien dire, écoutez, c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est parti, ciao. Bon, le comportement consiste à dire, maintenant t'es tombé, je vais t'aider à apprendre. Je ne peux pas te garder parce que ce sera un trop mauvais exemple pour l'entreprise. Par contre, on va progresser ensemble, et le gars a fait une carrière formidable. Bon, mais qu'un jour il viendrait. Malheureusement, il n'y a pas que des histoires aussi positives dans la vie des entreprises. Oui, mais alors si vous voulez, je vais rester sur ce sujet-là. Oui. Parce qu'il ne faut pas communiquer sur le négatif. C'est beaucoup plus amusant et percutant de communiquer sur le négatif. Ah ben on y arrive au négatif. En fait. On y arrive au négatif. Non, je
avec une question. Je reste sur le sujet. Je pense que ce que vous faites là est très bien, parce qu'on fait du bien. Et je crois qu'il faut donner autant d'importance à la communication sur le bien que sur les mauvaises choses. Et malheureusement, je crois qu'il y a trop, on va trop sur ce qui va mal. Et donc, ça a popularisé l'idée, surtout dans les jeunes, que tout va mal. Bon. Et donc, je crois qu'il y a un énorme effort. Alors, on va parler de déontologie des médias. Je crois que si on peut vous aider à remonter un peu la pente et dire, alors peut-être que ça fait plus vendre de dire des choses pas bien, mais ça c'est parce qu'au cœur de l'homme on jette sur le mauvais, donc on a un truc qui est pas bon. Mais je crois qu'il faut vraiment commencer à remonter un peu la pente. Et c'est très important pour tous les jeunes parce que bon, souvent quand on écoute les trucs, on lit, on n'a pas le moral. Et je crois qu'il faudrait toujours mettre une page sur deux dans laquelle on donne les bonnes nouvelles. Il y aurait la page gauche des mauvaises nouvelles, page droite bonnes nouvelles. C'est une idée pour organiser le journal. Vous faites votre journal, vous mettez toutes les bon, et puis vous mettez les bonnes nouvelles de l'autre côté. Il y a deux cahiers, on pourrait faire un cahier de bonnes nouvelles, un cahier de mauvaises nouvelles. La croissance d'économie repart sans faire de calcul. Alors, la question suivante, je pense, va vous intéresser. C'est Christa de l'INSEC Paris, qui, selon vous, est le plus prompt à sanctionner les comportements contraires à l'éthique. Est-ce que c'est alors, Christa cite l'État, le marché, les salariés, les consommateurs. On aurait pu ajouter aussi les médias ou l'opinion publique. Attends, on n'est pas parfait, donc l'imperfection. Les médias partout, non plus, si vous voulez. Non, elle est partout. Il faut savoir, comme vous disiez, la patte humaine, elle est comme elle est. Ce qu'il faut, c'est être perfectible. Voilà. Bon. Pardonnez-moi, mais j'ai pas compris la question. Cette question est extrêmement importante. J'ai pas compris la question, en fait. Oui. Cette question est extrêmement importante. D'abord, qui a intérêt à sanctionner les comportements déviants? Il faut toujours revenir aux intérêts, parce que sinon c'est pas très réaliste. La première des sanctions, c'est celle du consommateur. Moi, je ne crois pas à la convergence des intérêts. Cette convergence est temporaire, intermittente, toujours remise en cause, parce que nous sommes dans des économies libérales. Et ce dont je me félicite personnellement. C'est-à-dire, l'économie de marché, c'est bien ça. C'est la possibilité de constamment, avec une très grande fluidité, redistribuer en permanence les cartes. C'est-à-dire, le produit ne convient plus, le consommateur se détourne. Et le consommateur a la liberté de se détourner. Il n'est pas enfermé dans une convergence a priori. C'est-à-dire, il peut constamment la remettre en cause. Et c'est la meilleure des incitations qui soit sur les créateurs de valeurs, ou de valeurs marchandes, de valeurs de services. Alors, on dit parfois aussi qu'on est au siècle de la communication. On disait ça déjà au XXe siècle. Bon, à l'âge de la communication, est-ce que les questions d'image, le rôle de l'opinion publique aussi n'est pas très important finalement pour sanctionner le rôle de l'opinion comportements publique est extrêmement important. Ce qu'on a appelé récemment, depuis une vingtaine d'années d'ailleurs, qui existe depuis très longtemps, depuis l'Antiquité grecque, le shame effect, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir honte, et c'est une mesure de répression sociale qui en général s'adresse à des comportements qui ne sont pas sanctionnés par la loi, puisque pour le reste la loi s'en occupe, et qui a un effet extrêmement dissuasif. C'est-à-dire la réprobation publique est une atteinte dont un individu, lorsqu'il en est l'objet, a quand même du mal à se relever. On le voit. Et une entreprise aussi. Donc l'opinion publique a d'excellentes vertus, tout l'activisme social international que font les ONG, toutes sortes d'organisations, est une très bonne chose. Mais simplement, attention, nous sommes dans un monde de communication extrêmement rapide, où les phénomènes de masse sont extrêmement développés, où les comportements moutonniers s'observent de toutes parts, et où un véritable emportement collectif peut se transformer en puissance de lynchage, détruisant des individus ou détruisant des sociétés. Vous aurez une opinion publique toujours plus prête à réagir qu'à étudier les faits. Et malheureusement, la profession des médias, j'y viens, qui, comme son nom l'indique, devrait être au milieu, c'est-à-dire faire effet de tampon, et avant de donner en pâture à l'opinion publique une cause ou un individu en lui disant « regardez comme il a mal agi », devrait examiner les faits. Combien de médias se sont emportés en désignant la vindicte publique des êtres, des entités, des entreprises, des pays, toutes sortes de choses, sans savoir ce qu'il y avait à la base. Alors, autrefois, les communications étaient beaucoup moins rapides. Lorsqu'on écrivait une lettre, elle avait en général un destinataire. Maintenant, elle peut avoir des dizaines de millions de destinataires par l'email. On est en train de créer une société qui peut entrer en irruption sur un certain nombre de choses, elle est extrêmement destructive. Il y a les médias institutionnels et
contre les pouvoir. outils. Donc attention, l'opinion publique est une grande force de régulation. Elle permet en effet d'inciter les individus à s'auto-restreindre, à ne pas faire tout ce qu'ils voudraient faire, par crainte justement du jugement public. Mais attention à la capacité extrêmement destructrice qu'elle peut avoir parfois. Alors, tout à fait d'accord. Vous avez Fontanier, et ensuite vous pouvez faire le point suivant parce que donc j'étais président du comité d'éthique du MEDEF entre 2003 et 2007, et c'est donc M. Sellière qui à l'époque sentait que les sujets de rémunération de dirigeants allaient être sensibles et m'avait demandé de travailler. Donc d'ailleurs c'est pas moi qui c'était rédigé par un groupe. Je suis arrivé à la fin. J'ai surtout porté ce projet devant les députés et les sénateurs. Et donc en fait on s'était rendu compte qu'il fallait parler de. On ne peut pas dire éthique parce qu'éthique c'est personnel. De déontologie c'est une profession. Je sais par exemple. Il existe ce code déontologique. Alors il faudrait le revoir. Et je vous assure, moi je ne veux pas défendre la profession journalistique, mais je vous assure que les questions de déontologie, on se pose sans arrêt. Tant mieux. Sans arrêt, mais plusieurs fois par jour, chacun de nous se dit, est-ce que là, j'ai le droit de dire ça? Est-ce que je ne suis pas en train de franchir une limite éthique? Est-ce que je suis Bon d'accord, c'est là où on dit, oui, le coup d'après, donc est-ce qu'on est confortable avec tous les titres? Je ne peux pas vous assurer que tous les journalistes fonctionnent comme ça, mais je crois quand même. Mais je pense que ce serait une valeur de promouvoir, que vous disiez, écoutez, il y a vraiment un code de déontologie. Moi, je sais que j'avais fait, quand j'étais au président du comité d'éthique, on avait fait venir un grand patron de presse, et ça avait été extraordinaire, il avait expliqué. C'est difficile dans le cas des médias. Il y a une profession qui a très bien réussi, c'est la publicité. Quand il y a eu des grosses difficultés avec une marque italienne qui instrumentalisait... je ne vais pas la citer parce que c'est pas mon genre d'en jeter des pierres. Bon. Et donc il s'était posé des grandes questions et je trouvais qu'il y avait une élévation de pensée absolument sublime. Et je pense que ce serait pas mal, peut-être d'ailleurs, que vous communiquiez sur le fait que, parce que dans la crise, si vous voulez, quand on regarde la crise ça prend de confiance, c'est dans la parole. Donc vous avez un poids, à mon avis, aussi considérable que la finance dans la crise. À mon avis, je vous le dis en tant que citoyen. Et je pense qu'il y aurait une valeur, de même que les entreprises, les banquiers réfléchissent à la déontologie, que vous le fassiez de façon assez ouverte. Je ne sais pas ce qu'en pensent tous ceux qui nous écoutent. On va prendre la question de Dounia, parce que à la limite, qui a le micro prêt depuis un moment. Je voulais renchérir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, Monsieur Fontanet. Donc, dans le cadre de la définition de l'éthique, de tout à l'heure, on a dit, vous prenez en compte l'implication donc des salariés. Oui. On met les salariés au capital. C'est ça. Oui, je pense que c'est un élément essentiel de l'évolution. Voilà, moi aussi. Et autre chose. Donc là, on est en train de voir si c'est vecteur d'efficacité. Oui. Pour moi, un bon manager. Alors vous allez me dire si c'est pas ça ou pas. Je pense c'est important parce qu'on a envie de tous embaucher. Voilà, donc évidemment, on a intérêt à... c'est quelqu'un qui va savoir animer une équipe, éduquer en fait. C'est surtout ça, éduquer. Inspirer. Inspirer. Alors vous êtes d'accord avec cette notion complètement. Et c'est justement le fait d'éducation, de créer des perspectives d'évolution pour ses salariés. Ça c'est très important. Et là, on parlait justement des déontologies. Moi, par exemple, je vais aller donc chercher, je ne sais pas, un stage, mon premier travail. Est-ce que je vais pouvoir dire oui, vous me prenez. Est-ce que si vous me prenez, dites-moi oui, c'est sûr, vous aurez des perspectives d'évolution. Parce que c'est pas évident, c'est très délicat. On a envie d'en parler. C'est évident. Enfin, pour nous, oui. Mais on peut pas parce qu'on a peur. D'un côté, il va croire que je vais trop vite. Vous voyez, donc on ne sait pas trop comment aborder les choses. La façon dont, d'abord, je suis absolument convaincu que chaque personne a un génie quelque part. On a tous des visages très différents, et la différence des visages montre que quelque part, il y a des gens qui sont des grands communicants, d'autres qui sont des gens assez moins communicants, mais des esprits très puissants, qui font des très grands ingénieurs. Il y a des commerçants. Vous voyez, il y a tous ces talents, et la différence des talents, elle est reflétée dans les visages. Alors ce qu'il faut, c'est avec quelqu'un voir où la personne est excellente. Et chacun a de quoi être top mondial dans quelque chose. Alors après, il faut bien mettre les gens là où ils sont. Parce que souvent, quand on met un grand ingénieur en commerce, c'est dramatique, on perd un grand ingénieur et on n'a toujours pas de commerçant. Donc il y a des équations entre l'objectif et le talent. Mais je crois maintenant, avec l'extension mondiale pour les entreprises, quand quelqu'un est bien mis à sa place, ça part toujours. Il faut mettre les gens en responsabilité. Il ne faut pas uniquement les mettre dans le domaine où ils sont bons, mais il faut dire, écoute, maintenant, tu es responsable de ça, voilà le budget, voilà... Alors, et on fait progresser comme ça. Pas très éloignée de ça, qui concerne la rémunération. Une rémunération fortement indexée sur des objectifs de vente ne conduit-elle pas, donc c'est en gros une question de management en quelque sorte, est-ce que ça ne conduit pas nécessairement à des comportements contraires à l'éthique ?
Oui, alors il faut faire attention. Effectivement, des bonus qui sont trop mis uniquement sur une vente fait que les gens vont vendre trop, vont vendre peut-être pas de bonnes conditions, mais attendez, les sociétés quand même sont plus sophistiquées et on tient compte aussi de la satisfaction des clients. On voit si les clients recommandent après. Un vendeur, on ne juge pas uniquement sur une année. On sait très bien qu'il y a des vendeurs qui font des très belles performances et qui vous sabotent le territoire. Il faut les enlever tellement ils ont fait de dégâts. Donc tout ça, les entreprises sont pas idiotes quand même. Et on sait très bien qu'on sait ce qu'est un bon vendeur long terme, qui non seulement c'est long terme. Oui. Ben oui, je crois que la notion de durée, on est dans je ne sais pas ce que vous pensez, Mme Catos-Perber, on est rentré dans un monde de l'immédiateté, et je suis tout à fait d'accord avec vous que la finance, une certaine partie de la finance, notamment l'endettement excessif, l'endettement excessif est quelque chose qui permet d'acheter le temps. Or, en fait, le temps, on l'achète jamais vraiment, il se venge toujours si on va trop vite. Hein. Et la notion de durée, de fidélité, de continuité, moi je sais que j'ai fait 20 ans que j'ai fait le même job. Vous savez, on dit toujours les PDG, on les vire, etc. Mais regardez, prenez tous les grands leaders mondiaux français, les grandes sociétés qui sont des vrais leaders mondiaux, bon, vous allez voir, les PDG, ils durent tous plus de 20 ans. Ceux qui bougent tout le temps, c'est en général les sociétés en difficulté, hein, et qui sont toujours évidemment devant. Par contre, ceux qui marchent bien, on n'en parle jamais. Pourquoi ça marche bien? Mais regardez après, avec un peu de distance, vous verrez tous ceux qui sont des leaders mondiaux, c'est des équipes de direction. Moi, j'ai une équipe de direction, on a été une quinzaine, on a fait 20 ans ensemble. Mais vous voyez, après, on se connaît tellement bien que ça marche à toute vitesse, et il y a une complicité, une expérience, et je crois qu'il y a une notion de durée aussi. Vous voyez, dans les carrières, je crois qu'il faut tourner au début pour apprendre différentes expériences. Et puis à un moment donné, vous êtes trouvé dans un environnement. Alors là, il faut pousser parce que vous accumulez toute cette expérience. Alors il y a une étudiante d'Audencia, Mylène en l'occurrence, qui, par l'intermédiaire de l'ordinateur, pose une question, rebondit en quelque sorte sur ce que vous dites sur la notion de durée. Insister sur la notion de durée, n'est-ce pas reconnaître que les entreprises se situent plus dans la prudence, décrite par Mme Catos-Perber, que dans la morale proprement dite? Je ne comprends pas la question. Mais les deux. Miser sur la durée, est-ce que ça. Je comprends bien. Miser sur la durée, c'est que vous construisez. Si vous voulez prendre des grosses parts de marché dans un pays comme, mettons, l'Amérique, dans un métier un peu compliqué, il faut au moins 30 ans. C'est pas pensable. Les parts de marché, vous les gagnez demi-point par demi-point. Si vous allez trop vite, c'est comme un arbre qui pousse trop vite, il tombe. Si vous voulez vraiment faire du solide, il ne faut pas faire grimper les parts de marché trop vite. Et donc, si vous voulez prendre des positions fortes dans un marché, il faut une continuité. Il faut des gens qui donnent une image unique. Il faut pousser très longtemps. C'est très dur de conquérir vraiment des marchés pour faire du solide. Hein. Et ça n'existe que dans la. Alors, on a beaucoup la modernité. Ça a été un mot à la mode. J'ai jamais compris ce que ça veut dire. C'est l'idée que ça bouge tout le temps, etc. Les gens qui bougent trop, ça fait rien. Nous, on a des concurrents. Moi, je peux vous dire, par exemple, ça fait 20 ans que j'ai eu le job. Il y a un de nos concurrents qui est une très belle boîte. J'ai 8 PDG contre moi. Mais les pauvres gars, ils étaient beaucoup plus puissants, beaucoup plus travailleurs, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus tôt que moi. Le seul problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas le métier. Et donc, dès qu'on a commencé à... Et c'était vrai pour moi, mais comme toutes les équipes, dès qu'on a commencé à vraiment se cogner, ils ne connaissaient pas. Et donc, la valeur de faire la même chose, et plus vous creusez quelque chose, plus ça devient intéressant. Parce que vous allez très, très à fond. Et ça, je crois que c'est des vertus qu'il faut expliquer. Et nous, chez nous, on a un métier très pointu. Tous les concurrents veulent nous piquer les gens, parce que quand on embauche un essilorien, évidemment, on pique toute l'expérience. Et donc, nous, on a tout un travail pour garder les gens et s'assurer qu'en restant, ils continuent à avoir des carrières formidables. Vous voyez. Et donc, ça, c'est toute la culture de la fidélité, de la parole donnée, tout ça, c'est des choses qui sont très fortes, du long terme. Alors, je crois qu'il faudrait qu'on passe à un autre volet qui est un autre éclairage, une autre dimension qui est celle de la crise. Est-ce que la crise change le regard sur ces questions d'éthique dans le monde de l'entreprise? Est-ce que la crise ne crée pas des exigences nouvelles à l'égard des entreprises? Ou bien est-ce que rien n'a changé, comme certains semblent le dire? Finalement, on retrouve les mêmes comportements des banquiers, les mêmes excès, les mêmes dérives. Et voilà, qu'est-ce que Madame... si vous voulez bien, si vous me donnez la parole. Oui, Donc je voudrais revenir sur cette question de l'intérêt et de la morale, qui est une question extrêmement intéressante. Justement, si vous voulez, l'intérêt, ça a toutes sortes de sens. L'intérêt, ça veut dire maximiser son bien-être. Bon, alors on peut le faire de manière totale ou on peut le faire dans une certaine direction. Il est certain que y a bien des domaines où la morale rejoint l'intérêt. Ça peut paraître un peu étonnant à première vue, parce qu'on a l'impression que la morale va toujours contre les intérêts, mais c'est pas vrai du tout. Et en effet, c'est ce qu'on appelle la prudence. Quand on veut faire quelque chose avec quelqu'un, quand on veut monter une affaire avec quelqu'un, parce qu'on l'estime, on trouve qu'il apporte des compétences extraordinaires, on commence pas par le tromper. Donc on comporte de manière morale avec lui, tout simplement pour maintenir la coopération.
Donc là, il y a vraiment une nette convergence entre la morale et l'intérêt. Vous voyez, en fait, il y a vraiment peu de situations où vous pouvez dire ce que j'ai fait allait complètement contre mon intérêt, mais c'était moral. Vous trouverez toujours un intérêt qui a été servi par cette attitude morale. C'est peut-être pas l'intérêt matériel, donc, mais c'est un intérêt qui est aussi important pour vous qu'un intérêt matériel. Donc c'est tout à fait réducteur que de dire que la morale va contre les intérêts. Dans certains domaines, elle peut clairement être un moyen de maximiser l'intérêt dans le long terme, dès qu'on introduit des notions de durée, justement, ou de responsabilité. Mais même lorsqu'il y a apparemment une très forte contrariété, eh bien, ne serait-ce que pour le seul fait que de s'être positionné soi-même comme quelqu'un qui ne faisait pas ce genre de choses, vous ignorez quelle sorte de retour, même concret, ça peut vous apporter dans la suite. D'accord. Donc une vision assez optimiste finalement. Peut-être pas sur la nature humaine, mais sur le fonctionnement du monde de l'entreprise, au moins sur le long terme. Enfin, je ne dis pas que les entreprises procèdent comme ça. Hein. Je dis que lorsqu'on considère les rapports de l'intérêt et de la morale, c'est pas aussi contradictoire qu'on le dit souvent. J'aimerais revenir sur quelque chose à propos du libéralisme, justement. Parce que vous avez dit deux choses qui, pour moi, se contredisent. C'est-à-dire que à la fois la liberté de marché permet de réguler les entreprises sur leur comportement par le comportement des consommateurs, mais que le libéralisme permet trop de choses qui ne sont pas morales par les entreprises. Vous avez dit aussi que la société libéraliste libérale, pardon, a permis trop de... Enfin, est trop permissive et on peut ne pas enfreindre la loi libérale, mais faire des... Oui, alors là, c'est vrai que ce sont des choses qui sont un peu délicates. Bon, d'abord, on commence avec l'économie de marché, si vous voulez. L'économie de marché, c'est une très belle idée. C'est-à-dire que les initiatives économiques sont complètement décentralisées. Il n'y a pas un grand pilote qui coordonne l'activité économique et qui la programme. Ça, c'est une extrême ressource d'inventivité. Parce que les acteurs décentralisés, dans la mesure où ils sont responsables des richesses qu'ils créent, ont tendance à innover énormément. Donc ça, c'est très bien, mais à condition qu'il y ait une véritable liberté. C'est-à-dire que les initiateurs de richesse, ceux qui sont en position d'en créer, soient très libres de faire ce qu'ils peuvent, et à condition que le consommateur soit libre aussi d'acheter ou de ne pas acheter, ou d'apprécier ou de ne pas apprécier. Mais ce qui est très... tout ça ne marche que si on maintient des règles de concurrence très fortes. Et vous voyez, le danger majeur qui risque de réellement compromettre un bon fonctionnement d'une économie de marché, ce sont quand même les monopoles et les positions acquises, qui peuvent être des positions acquises privées ou des positions acquises publiques. Il peut y avoir des monopoles publics comme il peut y avoir des monopoles privés. Et ça distord complètement le marché. Maintenant, ça ne veut pas dire que le marché fonctionne dans tous les domaines de manière idéale. Vous avez entendu parler des défaillances du marché. Pour certains biens, qui précisément sont des biens pour lesquels les coûts marginaux sont extrêmement réduits, ou des biens pour lesquels il faut un investissement considérable qui n'est pas du tout rentable avant qu'il y ait des retours, là, il est vrai que le marché est en difficulté. Et c'est là, évidemment, où il faut concevoir l'articulation optimale entre public et marché. Mais même lorsque le public intervient, parce qu'il y a un certain nombre de biens publics que le marché n'est pas en mesure de dispenser de manière efficace, il n'y a aucune raison de ne pas soumettre le public à des principes d'efficacité qui sont ceux nourris par l'économie de marché aussi. Parce que sinon, ça distord complètement le fonctionnement, et les biens publics ne sont pas produits avec l'efficacité avec laquelle ils devraient être produits. Donc c'est comme ça que ça peut fonctionner. Alors, un petit mot de Xavier Fontanier, mais on va assez rapide parce que l'heure tourne. Où est le contrôle des positions? C'est votre intelligence personnelle de consommateur. Vous êtes quelqu'un de très malin. Vous pensez que vous allez acheter un produit, si un fournisseur vous montre des mauvais produits, vous croyez que vous allez l'acheter 2-3 fois? Parce que vous êtes très maligne, si c'est quelque chose qui vous coûte, vous allez faire attention. Et c'est le miracle de la concurrence. La concurrence, il y a toujours un autre concurrent qui sera là. Hein. Et donc, je vous assure que dans la période actuelle, où d'abord il y a les technologies, vous savez qu'au bout de 20 ans, une technologie passe dans le domaine public. 20 ans, c'est un temps extrêmement court
quand on voit ce que c'est. Et deuxièmement, vous allez l'arrivée de tous les concurrents. Le phénomène de l'intelligence du consommateur et le phénomène de la concurrence est un régulateur, parce qu'on adore les régulateurs, est un régulateur absolument extraordinaire d'une puissance totale. Et je pense que quand vous serez dans l'entreprise, je ne sais pas si vous serez en position de faire de la vente ou du droit, etc., vous verrez, surtout si vous êtes dans la vente, vous allez voir la puissance du consommateur. Et je pense que beaucoup de gens qui tapent sur le capitalisme sont des gens qui n'ont jamais vécu eux-mêmes, et quand vous éprouvez sur la longue durée, la lutte concurrentielle, la difficulté de vendre, la difficulté de revendre. Chez nous, chez Essilor, par exemple, on ne perd jamais les clients. Et pour ne pas perdre un client, il faut bien le traiter quand il est intelligent, vous voyez. Et donc tout ça, je vous assure qu'il y a des systèmes de régulation qui sont très puissants. Alors il y a bien sûr eu des exceptions, il y a eu des cas, mais c'est là que les autorités sont là pour veiller, effectivement. Mais comme vous disiez, le monopole en éducation, pour moi, est aussi dangereux que le monopole dans le commerce. Le monopole, ça joue aussi bien sur certaines fonctions de la sphère publique que certaines fonctions de la sphère privée. Donc vis-à-vis de la liberté, je suis d'accord. Quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, là on coupe. Oui, et c'est un challenge, la concurrence, c'est un défi à chaque fois. Vous avez cette position, bien prouvez que vous êtes capable de la garder. C'est la 16. Et c'est une excellente chose, c'est comme ça qu'on innove, c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça que vous êtes bon à l'école. Et j'ajouterais que ça ne vaut pas simplement dans le domaine de la production. Ça vaut dans tous les domaines, dans la circulation des idées, dans la recherche scientifique, dans tous les domaines. Si vous voulez, sans concurrence, sans incitation. Et la meilleure des incitations, c'est l'émulation. Alors parfois, c'est une émulation qui peut être assez rude. Dans d'autres cas, c'est une émulation bien bienveillante. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de progrès. Il faut qu'il y ait un endroit où les choses circulent librement, les idées circulent librement pour le progrès collectif. Je peux raconter une histoire sur la concurrence et la stimulation. On a eu un grand concurrent qui s'appelle Oya, qui a été vraiment la bête noire de la maison. Et le patron d'Oya a été nommé il y a 20 ans, le même jour que moi. Et donc on s'est fait une concurrence il y a 15 ans, donc c'était en 2005, il m'a appelé un jour. Monsieur Fontanet, je veux dîner avec vous. Je me dis, attention, il est en train de m'annoncer qu'il a acheté le numéro 2, donc j'étais un peu inquiet. Et à la fin du dîner, il me dit, Monsieur Fontanet, je veux dire un truc. Vous êtes le deuxième à le savoir. Le premier, c'est mon président, Monsieur Suzuki. Je pars à la retraite. Et je voulais dire la chose suivante. Depuis 15 ans, tous les matins que je me lève, je dis, je cogne Fontanet, je cogne Essilor. Je voulais vous dire que je me sens beaucoup plus proche de vous que de la plupart de mes amis, alors qu'on se connaît assez peu. Alors moi, j'étais quasiment en larmes, et je lui ai répondu, Monsieur Sato, je voulais vous dire une chose très sérieuse, sans vous, on n'aurait jamais monté Essilor. C'est le bénéfice, effectivement, de... Et c'est vrai qu'Essilor et Oya sont les deux sociétés qui vraiment dans le monde. C'est la concurrence. Et c'est la grande concurrence, c'est la concurrence qui stimule. Alors évidemment, si vous voulez détruire le capitalisme, une très bonne façon de le faire, c'est vous attaquer à la concurrence et dire que la concurrence détruit. Mais je dis la concurrence fait grandir. Croyez-vous que Federer serait ce qu'il est s'il n'y avait pas eu Nadal ? Et vous savez, dans les grandes périodes du tennis, moi j'adore le tennis, les grandes périodes, c'est quand il y a 2-3 champions qui sont. Puis vous avez des périodes où il y a beaucoup moins de gens brillants, c'est qu'il n'y en a pas un. Puis quand il y a de nouveau 2 qui se cognent, on emmène le tennis. Et bien c'est exactement... Et je crois qu'il faut accepter entre êtres humains qu'on a besoin des autres pour progresser. Alors oui, peut-être pour qu'il n'y ait pas de fausses idées, concurrence, c'est pas nécessairement agressif. Concurrence, il faut le prendre là, presque dans le sens étymologique, c'est-à-dire... avoir un lieu d'information réciproque, d'abord parce que ça permet de savoir ce que font les autres. Et l'information est déjà quelque chose de très stimulant, savoir ce que font les autres, comment on va faire à côté, déjà, circulation des informations. Donc la concurrence, ça peut aller de la mise en commun des informations, mais parfois il arrive que des entreprises qui travaillent dans la même activité aient un projet commun. Il n'y a aucune raison qu'elles se bagarrent. Il peut y avoir aussi de la coopération. La concurrence, ça veut dire mise en commun, que ce soit sous la forme du partage d'informations, sous la forme d'objectifs communs, sous la forme de coopération, ou alors sous la forme d'essayer de conquérir l'un et l'autre le même marché. Mais ça veut dire surtout mise en commun, capacité de se rencontrer, de progresser ensemble. Alors, on approche vraiment de très près de la fin de ce débat. On a même un petit peu de retard, même pas mal. Mais je voudrais quand même que vous répondiez à cette question de la crise, de l'impact de la crise sur la question d'éthique, sur la perception de l'éthique, sur est-ce qu'il y a des exigences accrues de la part notamment du grand public ou des consommateurs. Est-ce que ça a changé le regard sur ces questions d'éthique? Enfin, changer le regard, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a révélé que l'euphorie, en particulier l'euphorie financière, avait mis en cause des principes tout à fait fondamentaux, qui sont des principes d'éthique, parce qu'ils sont d'abord des principes de bon sens. Premier principe, ne pas prendre des risques
dont on n'assumera pas les conséquences et dont les conséquences devront être assumées par d'autres personnes qui n'y sont pour rien. Oui. Ça, c'est la première des règles d'éthique. Alors là, ne mets pas en danger si tu prends des risques, c'est tout à fait bien. Mais si tu rates ton entreprise, eh bien c'est toi seul qui paye les conséquences. Tu n'entraînes pas les autres avec toi. Donc ça, c'est une première chose, règle qui a été totalement violée pendant un certain nombre d'années. Ensuite, on exalte dans la société, et c'est une très bonne chose, le risque, l'initiative, etc. Mais il y a il y a des risques totalement déraisonnables. Le risque n'est pas une valeur en soi. Il y a le risque doit être lui aussi contraint, comme les comportements sont contraints. Alors, en fonction des personnes qui risquent d'être mises en danger, en fonction de l'aspect extrêmement négatif sur l'équilibre social d'une société, au cas où le risque s'avérerait catastrophique. Et puis, il faut aussi, autre règle éthique, on assume les conséquences des risques qu'on a pris, tout simplement. Or, cette règle n'a pas du tout été respectée. Et elle n'a pas été respectée parce qu'elle ne pouvait pas être respectée. Si on avait fait en sorte que les entités qui ont pris des risques considérables en paient les conséquences, c'est toute l'économie mondiale qui aurait été considérablement endommagée. Donc, pour éviter cet état de choses encore plus dommageable que le fait de ne pas faire payer les conséquences à ceux qui avaient pris des risques inconsidérés, eh bien on a trouvé une demi-mesure, mais c'est pas très bien, parce que le résultat, c'est ce qu'on appelle l'aléa éthique, c'est-à-dire que ceux qui ont pris des risques et qui n'ont pas été mis en position de les assumer, une fois que la vague est passée, enfin en tout cas ce qu'on pense être la première vague, ils prennent les mêmes risques et de la même façon. Donc on n'a pas d'une certaine façon tiré les leçons et ça n'a pas vraiment changé les choses. Mais on s'est trouvé dans une situation totalement contrainte. Il était impossible de tirer les leçons parce que ça aurait vraiment mis en danger très grave l'économie de nombreux pays. Je vais dire à peu près la même chose, mais sous un angle. Je vais dire à peu près la même chose sous un angle un tout petit peu différent. Alors d'abord la crise, personnellement je fais attention aux mots. Il faut la décortiquer, parce que si on ne décortique pas et qu'on dit la crise, on n'a rien compris. En fait, il faut voir qu'il y a deux choses. Il y a sûrement eu, c'est passé aux États-Unis. C'est un bout de la finance. C'est pas l'ensemble des banques, c'est un bout de la finance dans laquelle il y a eu de la rapacité. Et là, je suis entièrement d'accord. Donc, une rapacité complètement folle. Et puis, deuxièmement, on va quand même dire aussi que les régulateurs n'ont pas vu le coup venir. Parce que c'est très bien de mettre tout sur la sphère privée, mais il faut dire que la sphère publique n'a pas vu le coup venir, puisque quand il y a eu quand même les idées de lancer le droit au logement sans trop réfléchir aux conséquences, était éternellement grave. Et donc il y a les deux. La vraie question, c'est ce qu'on va apprendre. Est-ce qu'on va apprendre ? Alors, écoutez, ça c'est très difficile de savoir est-ce que l'homme, est-ce qu'il apprend ou est-ce qu'il n'apprend pas ? Attendez, plusieurs régulations. D'abord, disons que la régulation n'a pas très bien joué. Oui, donc il faut parce que tout le monde, évidemment, profite de la crise, notamment les États, pour dire plus de régulation. On oublie simplement qu'il y a une sacrée faute de régulation. Il y avait des instances de régulation. Attendez. Bon, on sait très bien que c'est les grandes banques, il y a certaines banques qui ont conçu ces produits très dangereux, qui sont toujours là. Je ne vais pas dire de nom parce que je ne jette pas des pierres. Bon, il faut quand même savoir qu'actuellement, la bulle, elle est passée de l'immobilier américain, vous savez où ? Aux États. Pour chercher les prêts. C'est très dur de lever de l'argent. À votre avis, qui les États vont chercher ? Les mêmes banques qui ont construit les produits. Donc, on a évidemment de la régulation, on tape, etc. Mais il n'empêche que quand vous regardez, les gars qui vont vous trouver les dizaines ou les centaines de milliards, c'est les mêmes que ceux qui ont monté. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on va apprendre ? Parce que il faut que le régulateur apprenne, autant, alors peut-être que je défends trop la sphère privée, mais vous m'en pardonnerez parce que c'est mon petit côté. Mais je crois qu'il faut que tout le monde apprenne, Et je pense qu'on est en train tous, comme évidemment les déficits ont grimpé, qui devient absolument gigantesque, les États ont tous après, et comme par hasard, on trouve les mêmes banquiers pour trouver l'argent. Et donc, en fait, ils seront première loge s'il y a une bulle, pour commencer à faire du short selling 6 mois avant et refaire de l'argent et attendre. Donc, alors là, je dis qu'il y a un vrai sujet, je suis d'accord avec ma conseillère. Quelque part, il faudrait se fâcher tout rouge vis-à-vis de. C'est très peu de monde, mais il faudrait se fâcher tout rouge. Parce que là, vraiment, on n'a pas tiré les conséquences. Et attention, le chemin. Et il faut aussi. Attendez, le truc, il est 50-50. Il y a sûrement de la rapacité, mais il faut aussi que les États fassent attention, parce qu'ils sont en train de reprendre la bulle. Et ils reprennent les banquiers qu'il faudrait. Bon, alors, donc il faut aussi un tout petit peu de vent. Et comme évidemment il y a des matraquages, communication, d'opinion, parce que l'opinion, si vous voulez, la sphère privée a beaucoup moins de poids sur l'opinion. Donc quand on lit les journaux, il faut bien faire attention, il faut bien regarder. Alors je pense que vous avez un grand jugement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je disais entre les lignes. Mais et donc c'est très important de lire et exercer votre jugement. Lisez-en 2 ou 3, vous voyez, et puis parce que c'est ensemble qu'on avancera. Alors une dernière question peut-être. Vous vouliez poser une question, non ? Vous aviez le micro ?
mais brièvement, ce sera vraiment la dernière. Très brièvement. Dans la mise en place de la démarche éthique, et notamment peut-être au travers de la transparence et de l'intelligence du consommateur dont vous avez parlé, est-ce qu'à un moment, l'éthique, justement, peut se retourner contre l'entreprise ? Notamment, je crois qu'on a plus ou moins, vous avez plus ou moins répondu. Je crois pas du tout, je crois au contraire. Non, je crois fondamentalement, qu'il n'y a aucune opposition entre un management humanisme et éthique et l'efficacité. Et moi, je vous dis, au fond, moi, vous savez, l'honnêteté, c'est la plus grande habileté. Je suis entièrement d'accord avec vous. En termes simples, n'ayez pas peur. Moi, je crois que, personnellement, moi, j'ai toujours vécu dans la très longue durée, avec des clients qu'on n'a jamais perdus. C'est toujours en étant correct avec eux que ça marche. Et je pense que la plus grande habileté, c'est l'honnêteté pour faire les choses très simples. On peut l'appeler l'éthique, si vous voulez. On peut dire honnêteté, voilà, honnêteté. Je suis entièrement d'accord avec vous. N'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, toujours au travers de la transparence, à un moment, une mauvaise nouvelle peut totalement se retourner contre une entreprise jusqu'à la faire chuter. Est-ce qu'à ce moment-ci, il faut prendre des cas particuliers, là, vous savez, là on intellectualise. Non, mais là, vous avez quand même, c'est une bonne remarque. Hein. Mais de toute façon, dans la vie concrète, c'est le cas aussi. Tout à fait. Parfois, on a tellement le souci de faire le bien qu'on arrive à des résultats catastrophiques. Hein. Celle-là, on ne ferait pas avec bonne intention. Hein. Rappelez-vous, il y a quand même un ensemble de pays là, qui ont été pendant un temps malheureusement soumis à une idéologie qui avait pour objectif la libération complète de l'homme et le bonheur de l'humanité. On a vu ce que ça donnait. Donc la tentation du bien est parfois une redoutable tentation. Là, il ne faut pas être maximaliste, il faut être très modeste. Hein. On ne fait pas du bien en fonction d'un grand objectif, on essaie d'améliorer autant que possible. Maintenant, il est certain que des valeurs éthiques, la transparence c'est très bien, hein, on divulgue les informations, on sait en particulier pour les comptes des entreprises que ça peut avoir des effets très déstabilisateurs parfois. Hein. Il ne faut pas être maximaliste. Les règles sont bonnes, comme disait un de mes auteurs favoris parmi les philosophes, Aristote, dans le monde des affaires humaines, la nécessité mathématique n'existe pas. C'est le plus souvent, osipitopolui disait en grec, l'axiomatique, ça n'existe pas dans le monde pratique, dans le monde des affaires humaines, dans le monde de la morale. Il ne faut pas non plus faire la casuistique, c'est-à-dire prendre les règles quand ça arrange. Il faut trouver cet équilibre, la règle s'applique. Mais il y a des cas où il faut avoir l'intelligence, la perception qui vous fait comprendre que là, il ne faut pas aller trop loin. Donc de l'éthique, oui, mais pas trop. Non, de l'éthique totalement, beaucoup, autant qu'on peut. Mais tout en gardant le sens des situations. Voilà, du bon sens. Voilà, effectivement. L'éthique, effectivement, c'est la meilleure voie à suivre, mais en gardant le sens des situations, comme vous disiez, effectivement. La sauvegarde du bien-être peut-être des salariés de l'entreprise et de l'entreprise. Voilà, écoutez, nous avons franchement largement dépassé l'heure, mais et puis on n'a pas pu prendre malheureusement toutes les questions des étudiants qui sont dans les amphis. Mais bon, le débat, c'est un vaste débat, qu'on aurait pu poursuivre manifestement encore longtemps. Il y a beaucoup de questions auxquelles on n'a pas répondu malheureusement. C'est un débat qui a beaucoup d'implications. C'est un débat qui est forcément très actuel aussi. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de votre participation. Merci également à vous. Et puis, merci Monique Canton-Sperber et Xavier Fontanet de ce débat riche et enrichissant, je l'espère, pour l'ensemble des étudiants qui nous ont suivis. Bonne soirée et à une prochaine édition de ces débats, le sens du management.